Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs, cher public, et tous ceux qui nous regardent peut-être sans nous voir aussi. Donc j'ai une pensée pour les non-voyants et les malvoyants. Et je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois pour mon émission mensuelle que vous connaissez déjà assez largement dans le public. Je vous remercie de la regarder. N'oubliez pas de nous faire remonter vos impressions et puis de partager avec nous vos soucis. Peut-être que nous trouverons des spécialistes pour venir répondre à vos questions. Voilà. Et puis, donc comme à l'accoutumée, je vous présente mes invités, mais en vous en vous demandant de regarder l'émission comme un espace critique, puisque je sais que chez nous, nous avons quelques mal à discuter des choses, à les détabouiser, à parler sans langue de bois, que ceux qui le font sont qui parlent très ouvertement sont assez stigmatisés. Donc voilà, allons rester un petit peu dans la vraie vie, dans les faits et dans l'analyse des faits, et ne le prenez pas au-delà. Il s'agit dans cet espace-ci de discuter des choses qui nous préoccupent, en tout cas qui nous paraissent intéressantes à vous présenter. Voilà, donc cet après-midi, j'ai un invité principal qui est Monsieur Gérard Houlion, qui est lui-même, qui s'est défini comme métropolitain, et donc il va vous parler de son livre. Je vais vous le présenter tout à l'heure, mais j'ai aussi en invité de dernière minute, il faut le dire, Muaï, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, qui va vous parler d'un bel événement que nous préparons que elle et son association et son groupe, et moi je suis bien sûr partie prenante, pour le mois de décembre de cette année. Voilà. Donc, on va commencer avec Monsieur Gérard Houlion, qui a écrit un ouvrage. Donc, je vais vous le présenter parce que je n'ai pas préparé de diapo. Un ouvrage qui s'appelle, voyez, la caméra va peut-être faire un gros plan là-dessus, abécédaire. Donc, Gérard Houlion, le petit abécédaire, métropolitain, qui est un jeu de mots sur le mot métropolitain. Donc lui, aujourd'hui, dans son texte, il est Paul-itain en tant que auteur ou personnage principal. Et son vrai nom, c'est Gérard Houlion. Alors, bonsoir Monsieur Houlion. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci. Je voulais rectifier justement tout de suite quelque chose parce que je ne suis pas le métropolitain. Non. J'ai voulu, comme je l'explique dans la préface de mon livre, établir une distanciation entre moi, l'auteur, et ce personnage qui est en partie moi, en grande partie moi, il faut bien le dire, mais qui est aussi un petit peu d'autres personnes métropolitaines d'origine comme moi qui ont en quelque sorte fait avec moi des remarques similaires, des observations identiques et que j'ai pu reprendre ici ou là dans mon abécédaire. Vous m'avez présenté comme étant métropolitain. Oui, je le suis d'origine, mais après 45 ans de vie à la Martinique, je me sens aussi pleinement martiniquais. Oui, bon, on verra après qu'est-ce que c'est qu'être martiniquais, puisque c'est aussi une histoire d'institution, donc on verra ce que ça veut dire. Mais dans votre livre, je n'ai trouvé essentiellement que le terme métropolitain et le jeu de mots sur le nom du personnage principal qui est métropolitain. Oui. Et vous l'expliquez d'ailleurs dans la préface, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Voilà, on sera pas dans un combat de boxe. On va se dire les choses, se parler et puis poser les questions. Bonsoir Miaï. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, oui. Je suis là pour présenter notre événement phare, l'Afrique en dit dans nous, qui aura lieu du 3 au 9 décembre. D'accord. Et le thème, c'est l'identité culturelle de la Caraïbe réside aussi dans son africanité. Voilà. Donc tout à l'heure, elle va vous parler de cette dimension-là. Mais non, donc je vous rappelle l'ouvrage de mon invité, Petit abécédaire, c'est Gérard Houlion,
métropolitain. D'accord? À la Martinique. Voilà. Alors, vous voulez vous présenter un petit peu davantage? Vous avez mis en avant que vous êtes à la Martinique depuis 45 ans et que ça fait de vous un Martiniquais. Donc, mon propos n'est pas de vous enlever votre titre de Martiniquais. Mon propos, ça sera que vous nous aidiez à comprendre ce que c'est qu'un Martiniquais, parce que je vois que c'est un titre qui est revendiqué, parfois à corps et à cri, mais je ne sais pas bien, parce que je raisonne en sociologue, et pour moi, ce sont les institutions qui font une société, et nos institutions sont françaises. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'être martiniquais au-delà du fait d'occuper un espace géographique appelé incidemment Martinique. Alors, dites-nous un peu qui vous êtes, comment vous êtes arrivé justement dans ce coin du monde. Eh ben, écoutez, je suis originaire donc du centre de la France, de la Haute-Loire précisément, qui est un petit peu un département perdu dans le Massif central. Et donc après des études de lettres, ayant une maîtrise de lettres, est arrivé le moment d'envisager mon service militaire. Et comme je n'avais absolument aucune envie de passer l'essentiel de mon temps pendant ce temps-là dans une caserne, j'ai regardé ce qu'il était possible de faire, aussi bien sur le plan de ce qu'on appelait la coopération à l'époque, c'est-à-dire des pays francophones dans lesquels on pouvait être envoyé, ou dans ce qu'on appelait le système VAT, volontaire et technique, qui consistait à envoyer dans les dom-toms des personnages capables d'assurer un certain nombre de fonctions. Moi, il s'agissait d'assurer une fonction d'enseignant. Donc, j'ai postulé et on m'a attribué la Martinique en 1972. Je suis donc arrivé en septembre 72 et j'ai été tout de suite nommé au lycée technique de la Pointe des Nègres, qui est devenu actuellement le lycée Joseph Gaillard, où j'ai fait pratiquement toute ma carrière. Je n'avais travaillé que 2 ans comme maître auxiliaire depuis les années 70, et tout le reste du temps, donc, je l'ai fait au lycée Joseph Gaillard, lycée technique plus exactement. C'est plutôt sous cet angle-là qu'on le garde en mémoire, dans la mémoire martiniquaise. À la Pointe des Nègres. Voilà, jusqu'à ma retraite que j'ai prise il y a presque 10 ans déjà, hélas. Enfin, hélas, je ne sais pas. Mais donc, vous n'étiez pas au lycée Schellcher? Non. Non, d'accord. Non. Parce qu'à un moment, Paul Hitin est reçu par le proviseur du lycée Schellcher. Ah non, il est reçu par le proviseur du lycée de la Pointe des Nègres. Ah, c'est la Pointe des Nègres. Du lycée technique, oui, qui était justement monsieur Joseph Gaillard, que j'ai eu la chance de connaître juste avant qu'il prenne sa retraite. Ah, oui. Il restait 2 ans, les 2 premières années où j'enseignais, et c'était un personnage tout à fait extraordinaire, que j'ai beaucoup aimé. D'accord. Alors, donc, votre ouvrage, vous dites un peu, donc, depuis combien de temps vous êtes là, est-ce que vous y faisiez et comment vous y êtes venu? Vous êtes venu en tant que VAT, et depuis, donc, aujourd'hui, une 40aine d'années, vous avez décidé de vous installer définitivement, ou de rester définitivement, parce que vous vous sentez martiniquais, j'ai bien entendu. C'est ça? Oui, enfin, les choses se font. Bon, on va parler. Vous allez effectivement me faire dire ce que j'estime être martiniquais, ce qui est très très compliqué à analyser. Je pense que c'est essentiellement une manière de se sentir dans le pays, de progressivement. Et c'est c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire avec mon livre, c'est-à-dire que quand je parle de mes expériences et des personnages que j'ai pu connaître dans la société métropolitaine en Martinique, je pense aussi à ce que j'ai été depuis l'instant où je suis arrivé jusqu'à nos jours, et à cette lente évolution qui a fait que, dans un premier temps, à peu près comme
tous les métropolitains qui arrivent ici, je ne suis pas du tout arrivé dans la perspective d'y rester toujours. Et je me suis aperçu petit à petit que les choses se sont faites, non pas pour des raisons d'ordre économique ou autre. Il est facile de dire, certains le font et le disent. Bon, ma foi, on est bien ici, on gagne bien sa vie, etc., etc. On peut y rester jusqu'à la retraite. Ce qui n'est pas faux, bien sûr, ce qui n'est pas faux. Mais ce ne sont pas du tout pour ces raisons-là. Disons que j'avais déjà, ce qui montre simplement que la vie nous prend parfois par surprise. Quand j'étais parti, mon épouse et moi, nous avions déjà acheté une vieille ferme dans la Haute-Loire, perdue au milieu de la campagne la plus éloignée. On était un petit peu babacool à l'époque. On est sorti de la mouture de mai 68. Et donc oui, on avait... Politain se définit en tant que vieux 68 ans. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc nous avions comme perspective à moyen terme de finalement rentrer et puis de nous installer dans cette ferme, retaper, éventuellement y élever des moutons et des chèvres, ce qui était très dans la tendance à l'époque. Dans l'air du temps, oui. Voilà. Et puis petit à petit, nous avons, parce que mon épouse de la même façon que moi, d'une façon différente d'ailleurs, mais enfin, au bout du compte, le résultat est le même. Nous avons été profondément pris, touchés. Il y a tout un concours de circonstances qui ont fait que les choses se sont passées ainsi, par la Martinique, par la façon dont on y vivait, par les gens qu'on y a rencontrés, par toutes sortes de choses qui ont fait que progressivement, les années passant, etc., surtout quand nos enfants sont nés, quand ils ont commencé à aller à l'école, quand ils ont commencé à parler créole comme leurs petits camarades, etc. Et nous sommes de plus en plus sentis intégrés ici. Et au fond, les choses se sont passées sans que nous nous posions vraiment la question. Un beau jour, l'idée de retourner en métropole a complètement disparu. D'accord. Alors, je vous rappelle que Gérard Roulion a écrit un livre qui s'appelle Le Petit Abécédaire, Métropole. Du métropolitain. Comment? Le Petit Abécédaire du métropolitain. Du métropolitain. Donc, du métropolitain, c'est un jeu de mots sur... Et c'est publié chez l'Harmattan en 2015. Alors, c'est un livre... il me reste une toute petite partie à lire, mais j'ai parcouru la partie que je n'avais pas pu finir. Et c'est un ouvrage un peu particulier, c'est vrai, parce que c'est un... Alors, je ne sais pas comment vous définir. Hein. On va dire que politain, ou vous, comme condensation de ce que vous appelez la communauté métropolitaine ici, vous avez un regard qui est complexe, partagé, parfois complice, parfois détaché, distancé, etc. Et vous livrez le regard de Politain, qui est peut-être le vôtre, à la fin de chaque séance de regard critique. Donc ça donne un livre qui a une tonalité particulière. C'est un peu une observation critique et en même temps vous êtes dedans, vous êtes impliqué, donc il n'y a pas c'est une analyse qui nous permet d'appréhender de manière beaucoup plus complète la présence entre guillemets métropolitaine ou blanche ou française ou tous les mots qui sont tabous aussi pour vous et qui n'ont pas été utilisés par vous et qui ont été critiqués, présentés sous, si vous voulez, le reste de la communauté qui, elle, serait plus critique. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous demander avant tout, c'est pourquoi est-ce que vous avez eu besoin ou envie ou l'idée d'écrire cet ouvrage-là, sous cette forme-là?
Mais vous voyez, ça découle directement de ce que je viens vous expliquer, parce qu'il est arrivé à un moment où, là aussi je l'explique un petit peu dans ma préface, il y a une espèce de dualité qui s'est établie en moi, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, bon, de par mes origines, de par évidemment beaucoup de choses que je ne peux pas ou que je ne veux pas non plus renier, je suis d'origine métropolitaine, mais en même temps, j'ai le sentiment, au moment où j'ai écrit ce livre, j'avais déjà ce sentiment depuis longtemps, que je ne l'étais plus tout à fait, dans une certaine mesure, où je me sentais aussi pleinement concerné par le pays dans lequel j'habitais. Et donc, j'ai voulu rendre compte dans ce livre de ce double regard, c'est-à-dire finalement un regard sur ce que j'avais été et sur l'évolution que j'ai pu suivre, moi, en tant que métropolitain, et puis en même temps aussi sur tous les métropolitains que j'ai pu connaître et que je connais encore, qui n'ont pas forcément suivi le même chemin que moi, qui n'ont pas forcément cette distanciation. Donc, je n'ai aucune prétention, je suis pas sociologue, encore une fois, je n'ai pas fait d'études particulières, ni de statistiques, j'ai pas fait des recherches, je me suis basé simplement sur un vécu. Et ce vécu, j'ai eu envie d'en rendre compte justement d'une manière distanciée, sans prétendre à une quelconque vérité, ni à une quelconque objectivité. Et c'est pourquoi j'ai choisi volontairement, plutôt que de choisir une tonalité, comment dirais-je, didactique ou doctorale, d'utiliser un petit peu l'humour, l'ironie vis-à-vis de certains comportements, ironie aussi par rapport à ce que j'avais pu avoir aussi de ce genre de comportement à une certaine époque de mon évolution. Mais est-ce que vous êtes conscient que c'est un ouvrage qui est dans son genre pratiquement unique? Ah bah écoutez, oui. je n'en sais rien. Non, mais je veux dire, c'est ce qui fait son intérêt, et son intérêt sociologique est très grand. L'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de vous inviter. Mais c'est plein de choses qui vous livrent, qui révèlent on va dire des postures, des manières d'habiter le pays, des manières aussi de considérer qu'il est à soi, d'abord en se définissant, ça c'est, bien sûr on ne peut pas empêcher que ça se fasse, mais c'est vrai que c'est une chose qui peut se faire beaucoup plus simplement de manière unilatérale, c'est-à-dire du côté, donc ce que vous appelez métropolitain. Et voilà. Donc vous m'avez dit, et plutôt que de notre côté, de martinité entre guillemets, parce que à nous-mêmes, je pose la question de savoir ce qu'il y a derrière ce que contient le fait d'être martiniquais. Il n'y a pas grand monde qui sache me dire ce que ça signifie, parce que nous sommes un peu dans la savane, comme j'ai l'habitude de l'expliquer. Si nous étions un peuple martiniquais, entre guillemets, bien entendu, nous aurions nos institutions. Or, dans votre livre, on voit l'importance des institutions. Et ce qui fait votre attachement et celle des autres de votre communauté, c'est vraiment le sentiment d'être, en tout cas, avec et protégé par les institutions qui sont française, et on dit ce à quoi cela renvoie. Maintenant, vous avez dit que vous êtes métropolitain. Je ne sais pas, c'est de quel pays ça? Je vais être un petit peu vilaine. C'est de quel pays ça, être métropolitain? Et c'est de quel pays? Eh bien, écoutez, je pense qu'on fait effectivement, c'est toute l'ambiguïté du mot. Oui. Toute l'ambiguïté du mot. Vous savez très bien sur quoi ça joue. Métropolitain, ça renvoie d'abord, bien sûr, à l'Hexagone par opposition aux habitants de l'île, aux originaires de l'Hexagone par rapport aux originaires de l'île. Mais ça va bien plus loin que ça, puisque le métropolitain est un euphémisme couramment utilisé pour ne pas dire blanc. Ou français. Oui. Et donc, finalement, c'est un terme assez pratique
qui évite les affrontements de vocabulaire. Ou le sentiment de certaines ruptures. Et à ce moment-là, la nécessité de resituer chacun dans l'espace et de dire qui est quoi et qui vient d'où, qui fait quoi. Parce qu'il me semble que dans la définition de Larousse, métropole, c'est État considéré par rapport aux colonies qu'il a fondées. Hein? Et vous dites à la page 113-114, il me semble quelque chose qui est... Mais je veux revenir un peu avant, à la page 113-114. D'ailleurs, vous commencez votre ouvrage avec M comme métropole, métropolitain. Hein? Donc, M. Houlion va nous expliquer ce que c'est qu'un métropolitain. À la page 113-114, vous expliquez F comme France et français. Aussi, les métros nouveaux. Alors, votre regard, c'est celui, entre guillemets, d'un vieux métro sur plutôt les nouveaux arrivants. Hein, les primo-arrivants de cet espace qui est la métropole. Aussi, les métropolitains, donc les métropolitains en général assimilent très vite ce qu'implique leur métropolitanité. Aussi, les métros nouveaux tiennent-ils beaucoup à appeler la France continentale métropole et la Martinique département. Il ne s'agit pas d'une simple question de sémantique. Il y va de la légitimité de leur présence dans le dit département. Que diable, ils n'étaient pas partis pour l'étranger. Seraient-ils partis justement si la Martinique avait été régie par d'autres lois, si on n'y parlait pas français, si leurs enfants n'y avaient pas reçu un enseignement français et s'ils n'y avaient pas été privés du système de... et s'ils y avaient été privés du système de santé français. Il y a une différence de nature entre hexagonaux qui partent à l'étranger et ceux qui optent pour le compromis qu'offrent les dom-toms. Les premiers s'en vont à l'aventure, les seconds en voyage organisé. D'accord ? Donc voilà, on peut continuer comme ça. Donc il y a toute une sorte de discussion un peu philosophico-matérialiste sur ce que c'est que métropole, métropolitain. Je ne sais pas, vous voulez dire 2 mots là-dessus, à partir de la définition du Larousse, par exemple ? C'est-à-dire, d'un point de vue étymologique, ça vient du grec. Méterpolis, qui veut dire la cité-mère. Donc, si vous voulez, ça part de l'idée, bien entendu, qu'il y a une cité-mère et que les cités enfants, entre guillemets, puisqu'il y a une cité-mère, sont... comment dirais-je, retenu par l'esprit autant que par l'origine à cette cité-mère. Donc, si vous voulez, je pense que c'est dans l'esprit de ce qu'ont été les institutions qui ont suivi justement le système colonial et qui sont arrivées ensuite à la départementalisation. C'est-à-dire qu'on a voulu, je pense, à travers cette... façon de dénommer les choses, ancrée dans l'idée des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, etc., qu'il y avait une filiation profonde entre leur existence et celle de la cité-mère. Oui, enfin, je ne sais pas si j'utiliserai le mot filiation, parce que vous parlez de cité-mère et cité, à la limite, cité-enfant. Parce qu'on est un peu les enfants de la République, comme on a coutume de le dire, mais la question c'est parfois notre définition de la mère, c'est mère marâtre. Oui, non, mais on est bien d'accord là-dessus. J'insistais sur la signification du vocabulaire. Est-ce qu'on a voulu lui faire dire ? Est-ce que à travers l'usage qu'on en fait, on cherche à édulcorer, dans une certaine mesure. Je suis parfaitement d'accord avec cette idée. Oui, vous parlez de cité-mère et ses enfants éloignés. Finalement, beaucoup de ces euphémismes-là sont destinés à rendre la présence française ici plus... Je vais parler des mots pour ce qu'ils disent.
plus confortable aussi, parce que je sais que venir ici se définir comme français, là dans un milieu où les autres se diraient martiniquais, ça serait compliqué, non? Mais pour les Martiniquais aussi, qui considèrent que dire qu'on va en France ou qu'on est... Quoi que ça se fasse de plus en plus... On dit beaucoup qu'on va en France, oui. Oui, mais c'est récent, parce que le mot métropolitain ou métropole a été beaucoup critiqué. Et il est encore. Mais ça a mis du temps à venir, hein, avant qu'on comprenne qu'il y avait une réalité derrière cette sorte d'euphémisme. Il y avait une réalité qui n'était pas nécessairement anodine. Mais non, j'aimerais vous poser, par exemple, par rapport à votre posture, lorsque vous décidez d'écrire ce livre, vous le faites figurer dans Homme aime comme marché. Paul, on l'aura compris, est devenu avec le temps l'observateur sans concession de ses congénères métropolitains. À quel titre et de quel droit? Il serait bien en peine de le dire. Votre posture dans l'ouvrage, c'est ça, un peu tout le temps. De regarder votre communauté, comme vous l'appelez, fonctionner, ou la communauté métropolitaine fonctionner, et de poser un regard critique sur notamment, surtout, les plus nouveaux, les plus récents, et de considérer que les plus anciens, même quand ils ont beaucoup bougonné, qu'ils ont été rétifs, critiques, etc., se sont habitués à quelque chose qui est devenu une forme d'intégration, et c'est un terme qui vous bouscule quand vous êtes sociologue, parce que le dominant ne s'intègre pas. Moi, je me permets de parler du dominant, parce que la France est ici, c'est elle qui a... Voilà, donc intégration... Vous avez fait beau développement avec votre ami Paul sur l'intégration, mais je ne crois pas que vous soyez concerné par ce phénomène. Je crois qu'il y a une habitude, qu'on prend quelque chose du pays, de sa manière de fonctionner, mais ça va toucher à quelque chose de totalement différent, qui n'est pas nécessairement ce que les natifs d'ici recherchent en termes de pays, dire c'est mon pays, c'est ma culture, ce sont mes institutions, et que j'ai un projet pour cet endroit-là. Non, c'est la France qui a un projet et qui a, avec ses institutions, qui envoie son personnel, qui régit les choses. Donc ça donne quelque chose au niveau des rapports, quelque chose d'assez j'allais dire artificielle, et quand on est en quête un peu de vérité, même pour soi, même pour s'avouer sa domination, même pour s'avouer qu'on est dans une relation totalement asymétrique, c'est important pour un être humain de savoir où il en est. Donc, très souvent, les métropolitains, comme vous les appelez, je mets toujours des guillemets, mais je vais utiliser les termes, chers amis téléspectateurs, parce que l'ouvrage, ça serait intéressant que vous le lisiez aussi. L'ouvrage utilise le terme de manière standard. C'est la façon de désigner la communauté, entre guillemets, française. Pour les Martiniquais qui disent « moi aussi je suis français », ben voilà, c'est un peu compliqué, mais enfin voilà, il y a les Français de France et les Français d'ailleurs, ou bien les Français des colonies, donc on sait un peu... Alors c'est un peu compliqué, parce que en fait, moi j'ai beaucoup apprécié votre effort de regarder les choses, d'expliquer cette sorte d'affection. Et c'est pour ça que je dis, je suis pas dans le même champ que vous. Moi, je regarde d'ailleurs votre positionnement, et j'ai beaucoup apprécié cette forme d'analyse. Alors, elle n'est pas toujours critique, mais elle a la volonté de l'être et de dire oui, au fond, on est des privilégiés, et beaucoup des conversations qu'il y a entre les gens de la communauté sont des conversations critiques. Vous pointez cela du doigt et vous montrez, après avoir dit que vous adhériez
parfois, souvent, à ces difficultés ou cette manière de regarder la communauté qui est en place. Et vous avez donc cet effort de remettre en question un certain nombre de préjugés, d'a priori et de critiques faciles qui venaient du fait que les gens n'étaient pas allés assez profondément dans le regard, dans la connaissance du pays, des traditions, et puis vous montrer finalement que quand on a, avec un peu de bonne volonté, finalement, on comprend les gens du pays, même quand on a l'impression qu'ils font beaucoup de bêtises. Puisque très souvent, les conversations entre les métropolitains ont l'air de se dérouler dans cette sphère uniquement critique, ou très, très spécifiquement critique. Donc, de par votre posture, qui est à la fois du dedans et distanciée, on sent cet effort de nous dire peut-être que, et c'est cela qui devient un petit peu, qui nous intéresse peut-être, je ne sais pas comment le dire, le fait que vous avez bien mesuré, à mon avis, la nature de la société dans laquelle vous êtes. Il y a des choses que vous n'avouez pas, mais il n'est pas pour quelqu'un comme vous qui avait ce regard aiguisé, bien, on va dire averti. C'est pas possible que vous n'ayez pas compris que la Martinique soit une colonie. Vous le savez. La question, c'est comment sortir de son affect, dire j'aime cet endroit-là et j'y suis en tant que privilégié d'une façon ou d'une autre, puisque je viens de la métropole et que, voilà, moi ou ma communauté, en tout cas, on bénéficie d'un certain nombre de privilèges. Donc ça, il y a cette sorte d'attachement au pays qui fait que vous vous positionnez presque à la fin de chacune de vos lettres alphabétiques, de vos parties, qui sont peut-être des petits chapitres, comme un peu un défenseur des lieux ou des gens, de la population avec laquelle vous frayez, etc. Et ça donne quelque chose d'un peu, voilà, en décalé. Vous êtes un peu en décalé tout le temps, et en même temps, on sent bien la crainte de vous couper de votre communauté et la peur de perdre des racines, même si vous le dites à plusieurs reprises, que vous avez petit à petit perdu cette sorte de stress que vous aviez à l'idée que vous ne puissiez plus revenir parce que là-bas, finalement, on vous reconnaît plus tellement parce que vous-même, vous vivez en décalage avec ce vécu omniprésent, quelle que soit sa nature, coloniale ou pas, mais c'est un vécu quotidien qui vous façonne, et ce que vous viviez là-bas, puisque on dit ici et là-bas, quand vous y retournez, et que finalement, vous êtes un petit peu déconnecté du contexte. Donc c'est un livre qui est particulier. Je dis que je n'en connais pas d'autres comme ça, par cet effort que vous faites, peut-être pour dire aux Martiniquais, si vous avez pensé à eux quand vous avez écrit ce livre, que vous êtes conscient de beaucoup de choses. Vous êtes conscient peut-être aussi que nous, ou les Martiniquais, sont très injustement stigmatisés parfois, parce que c'est un groupe complexe comme tous les autres, mais on vient beaucoup avec les ils ceci. Vous avez d'ailleurs fait traiter une lettre. Un chapitre qui s'intitule Il au pluriel. Il au pluriel, où vous dites, voilà, c'est comme ça, il désigne le Martiniquais. Et d'une façon générale, oui, je suis toujours profondément hérissé par toutes les formes de typologie, de généralisation, etc. Parce que le il, c'est pas seulement, dans ce cas-là, le il qu'utilisent beaucoup de métropolitains quand ils veulent parler de tel Martiniquais, c'est-à-dire que c'est toujours la même logique, et la même logique dangereuse qui a toujours existé à tous les niveaux, que ce soit du cas particulier, donc des métropolitains qui parlent des Martiniquais, ou des Martiniquais qui parlent des métropolitains, etc.
des bons Français qui parlent des Arabes, des Juifs ou de qui vous voudrez. La typologie, la généralisation à partir de quelques cas particuliers est extrêmement dangereuse parce qu'elle mène directement justement au racisme. Et donc, j'ai toujours... C'est pour ça que dans ce livre, vous avez peut-être remarqué que j'ai pris soin, quitte à abuser du procédé, d'un point de vue strictement littéraire, de ne jamais dire justement les Martiniquais ou les métropolitains, mais de dire beaucoup de métropolitains, ou certains métropolitains. Parce que je ne veux absolument pas, à aucun moment, je n'ai aucune prétention à le faire, je n'ai aucun élément qui me permette de le faire, je veux dire aucun élément scientifique, vouloir généraliser à partir de quelques observations qui ont été les miennes, ces observations à quelques groupes que ce soit en général. Vous voyez? Donc, mais vous le faites, hein, les métropolitains, le métro nouveau, le ci, le ça, vous le faites assez systématiquement, mais c'est pas plus gênant que ça parce que vous savez que souvent pour appréhender une réalité, on a besoin de sortir des cases individuelles et de voir, parce qu'il y a des tendances dans ce que vous montrez, il y a quand même de grosses tendances, et puis les Martiniquais, enfin ceux qui sont ici sur ce territoire, ressentent des choses. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que on puisse, parce que finalement, on dit, on parle beaucoup sur les uns et sur les autres, mais il n'y a jamais de rencontres concrètes qui parlent de ce qui gêne ou de ce qui fait que il y a un sentiment de malaise. Et on va voir tout à l'heure les éléments qui créent ce sentiment de malaise, puisque vous les traitez. Hein? Oui. C'est un peu ça. Oui, mais si vous voulez, j'ai voulu surtout, en parlant un petit peu de cette question de racines que vous avez abordée, bon, je vous dirais en toute honnêteté que je n'ai pas ni mes racines, puisque je n'ai jamais véritablement senti, ni dans mon éducation, ni par rapport à mes origines, de racines quelconques, et que finalement, c'est en arrivant ici, et en y vivant, en m'y installant, en y élevant mes enfants, etc., que j'ai petit à petit senti que s'il pouvait y avoir des racines, c'était là qu'elles s'étaient plantées. Et d'une façon générale, donc... les choses sont faites d'elles-mêmes, c'est ce que je voudrais montrer. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il est nécessaire parfois d'établir, vous parlez en tant que sociologue, d'établir des typologies, etc., etc., je répondrai en disant que la réalité est souvent beaucoup plus riche, beaucoup plus variée, beaucoup plus surprenante que les carcans dans lesquels les scientifiques veulent la faire entrer. Et c'est cette réalité, moi, qui m'a séduit. C'est-à-dire que, si vous voulez, à l'heure actuelle, c'est très épidermique. Je suis devenu presque excessivement chauvin à l'égard de la Martinique, c'est-à-dire que j'ai de la peine à supporter qui que ce soit. À commencer d'ailleurs par les Martiniquais, parce que je reproche souvent à beaucoup de mes amis d'avoir un peu cette tendance à l'autoflagellation qui est assez répandue justement dans les milieux martiniquais, notamment dans les milieux intellectuels, alors que je trouve qu'il y a dans notre société quelque chose qui est profondément riche, qui est profondément vivant et qui est à la pointe de ce qu'on pourrait imaginer être l'humanité future.
On est dans beaucoup de domaines. Et quand je reviens en métropole, si vous voulez, là encore, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler mon sentiment d'être devenu en quelque sorte plus de là que de là-bas, plus d'ici que de là-bas. C'est que je ne suis pas bien là-bas. Je ne suis pas bien dans les rapports humains. Je comprends plus comment ça fonctionne. Je trouve les gens d'une tristesse effroyable. Je trouve qu'il y a une espèce de nombrilisme qui a un côté un nombrilisme de vieux, si vous voulez, hein, l'Europe tout entière, j'ai l'impression, les grandes nations européennes sont en train de se figer sur elles-mêmes, de se protéger à coups de remparts et de barbelés contre l'invasion, etc., des autres peuples. Et je ne comprends plus toutes ces choses-là. D'accord. Mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que l'Europe fait tout ça, mais il y a une population aussi qui est issue de l'Europe et qui bénéficie de tout cela bien plus que les autres. Oui, parce que la situation des Français... bon, vous dites, je retourne en métropole. On pourrait essayer de dire, je suis ici en Martinique, je me sens chez moi, et puis je retourne en France, qui est voilà, mon pays d'origine, et je ne vois pas. Mais c'est vrai que continuer à analyser à partir de ces vieux poncifs de métropole et de etc. Nous, je dis nous sans chauvinisme, ça nous rappelle profondément la colonie. Quand vous êtes positionné en termes de métropolitain, vous nous situez d'emblée, ou vous nous recalez dans vous nous renvoyez à une forme de marginalité qui est très douloureuse, c'est-à-dire celle de la colonie. Mais non, il ne s'agit pas de mettre les choses dans des carcans et d'essayer de... Et puis, je me sens pas interpellée quand vous parlez d'intellectuels qui ont tendance à vouloir typologiser, typifier et mettre dans des cases. Mais la réalité dont vous parlez, pour un scientifique, s'il faut que ça soit la référence, eh bien, elle n'est pas suspendue dans les airs. Celle qui fait votre bonheur ici, c'est la situation de privilégiés, notamment, même si vous avez des souffrances comme tout le monde, et je dis Dieu merci, heureusement que les métropolitains aussi souffrent, mais ce ne sont pas les mêmes souffrances, et c'est l'environnement, la dynamique qui est impulsée ici, par exemple. Quand vous dites, quand je suis en voiture, est-ce que c'est un hasard? Et vous posez très honnêtement la question. Est-ce que c'est un hasard que les policiers ou les gendarmes, je ne sais plus qui, contrôlent beaucoup plus les Martiniquais que les métropolitains? Vous racontez, voilà, aussi, d'un gendarme qui a déchiré le PV qu'il vous avait donné parce que il vous avait collé ou donné, je ne sais plus, parce qu'il a découvert que vous veniez de la même région que lui. C'est quand même extraordinaire de dire, parce que nous, en France, on n'a pas ces privilèges-là. Donc, on vit quand même dans un environnement... Sauf si vous tombez sur un gendarme martiniquais. Souvent, nos compatriotes sont bien, parfois plus sévères encore. Mais vous disiez, dans un passage du livre, que les Martiniquais qui fréquentent d'ailleurs la communauté... métropolitaine, disons, sont souvent des Martiniquais qui ont un regard très critique sur leur propre communauté. C'est ça? Je dis pas ceux qui fréquentent. Je dis j'ai observé souvent. Et pas seulement de Martiniquais qui fréquentent des métropolitains. J'ai observé vous le des signaliez. discussions entre Martiniquais, notamment discussions entre collègues, etc. Je peux vous parler de pas mal voilà, où j'ai trouvé que il y avait parfois une analyse de la réalité martiniquaise que je trouvais extrêmement dure, extrêmement négative. On est très critique. Alors que je la ressens pas du tout de cette façon-là. Oui, forcément, parce que c'est une vision qui est forgée depuis l'esclavage et qui est que le noir, lui, nègre, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est bien de pointer, c'est aussi intéressant d'essayer de comprendre pourquoi un peuple a une vision négative de soi. C'est un travail qui me passionne.
passionne et que je mène aussi dans mes recherches, essayer de comprendre pourquoi nous avons un regard aussi négatif sur nous-mêmes. Il est vrai, vous l'avez perçu, et il y a des peuples comme les Français qui ont appris au contraire à ne voir que le bon côté, que leur grandeur, et à cacher tout ce qui dans l'histoire, et vous le dénoncez aussi, tout ce qui dans leur histoire n'est pas jojo. Pas très jojo. Donc, il y a des tempéraments, des cultures, et puis il y a l'élite. L'élite qui dicte un peu au peuple ce qu'il faut penser. Et c'est vrai que vous allez voir beaucoup dans les télés, surtout les programmes qu'on reçoit presque en priorité, tout ce qui relève du patrimoine, de la grande France, de la grande bourgeoisie, et tous les malheureux Français. D'ailleurs, on se pose la question, les sans-domicile fixe, tous ceux qui sont en difficulté, on ne voit rien sur eux. Donc c'est quelque chose aussi qui est de l'ordre d'une construction. Hein? Soit qu'on se voit trop positivement, soit trop négativement. Mais j'ai lu aussi l'ouvrage je pense que c'est un juif qui déplorait que dans sa communauté, c'est un livre du début du XXe, que dans sa communauté, le manque d'estime de soi était si fort. Hein, c'était vraiment... Donc, il y a des histoires comme ça qu'on peut se raconter. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'était dans les relations que vous avez avec les Antillais ou les Martiniquais, je ne sais pas comment vous les appelez. Vous voyez, c'est compliqué de ne pas avoir les bons... des définitions parce qu'il faut zanzoler, comme on dit en créole, parce que, oui, il y a des thèmes qui sont tabous, mais c'est parce qu'il y a des enjeux aussi. Il y a des enjeux qui sont politiques. Il y a des enjeux qui sont politiques. Oui, bien sûr, mais enfin, pourquoi ne pas dire tout simplement, oui, les Martiniquais, parce que dans une certaine mesure, moi j'estime qu'il y a une nation martiniquaise. La question n'est pas de s'interroger sur la relation qu'il peut y avoir entre la nation et l'indépendance de cette nation, mais il y a une profonde nation martiniquaise, elle existe, c'est évident. Quand vous disiez tout à l'heure, là je suis pas d'accord avec vous, quand vous dites que l'adaptation ou l'intégration ne se fait pas dans ce sens-là, je suis pas d'accord. Non, l'adaptation. Et vous avez quelqu'un qui voulait expliquer. Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un mode de vie, une façon de penser, une façon de vivre, une culture, quelque chose de très profond, qui est bien plus forte que toutes les institutions politiques, qui est bien plus forte que l'histoire en elle-même, et que c'est à ça, finalement, qu'on s'intègre. Si on ne l'a pas compris, on reste à l'extérieur. Mais vous avez vous-même expliqué que voilà, s'intégrer, c'est renoncer à tout ce qu'on est, à tout ce qu'on a vécu, à une identité construite parfois de longue date. C'est pas renoncer, c'est être les deux à la fois. Et je crois justement très profondément que je suis très très attaché aux écrits à la notion de créolité telle que l'a définie. Édouard Glissant. Mais il a dépassé, vous savez ça, hein, il a dépassé depuis longtemps. Peut-être qu'il l'a dépassé, mais enfin... dans autre chose. Mais c'est bien que vous parliez de Glissant, parce que moi j'avais envie avant de vous parler de Césaire. Votre regard sur... Tu veux intervenir? Non, je vous écoute. C'est passionnant en même temps. Vous avez... J'ai été... En fait, c'est pour cela que moi je pense que, en tant que sociologue, c'est vrai, on fait la différence entre la vie dans ce qu'elle a de dynamique, qui rapproche les gens, et l'effort qu'on fait de bien comprendre la structure dans laquelle on évolue. Donc ça ne demande pas d'être trop rigide, ça demande juste d'appréhender la réalité
à partir d'un lieu, mais aussi d'une vision qui est beaucoup plus institutionnelle, systémique. Les 3/4 des gens vivent sans s'intéresser au système ni aux structures dans lesquelles... Donc il y a beaucoup de métropolitains qui sont, si vous voulez, totalement intégrés dans leur système, totalement ressortissants de la France et totalement bénéficiaires des avantages d'être français à l'étranger. Vous avez parlé de tous les bénéfices, pas seulement des 40%, tous ceux qui sont embauchés, qui viennent parfois, qui vivent ici de longues années, sans se mêler de la population, et vous le dénoncez, en tout cas vous les pointez, sans même chercher à comprendre qui planquent leurs enfants dans des écoles, ils sont pas trop mélangés aux petits noirs. Enfin, on a quand même une communauté qui vit quelque chose d'assez, dans un rapport assez particulier, et j'ai l'impression d'ailleurs qu'entre métros, vous venez d'horizons très différents et je me demande quels sont les liens que vous avez, sur quoi discutez-vous? J'ai l'impression que s'il n'y avait pas là le bouc émissaire ou celui sur le dos duquel taper, il y aurait eu du mal à discuter finalement. Parce que écoutez, je pense que c'est un petit peu c'est un problème général parce que d'une façon particulière, enfin d'une façon générale, je veux dire, il est évident que quand on arrive, c'est le même type de mouvement grégaire qui s'établit que les Martiniquais quand ils arrivent en métropole ou ailleurs. C'est-à-dire que bon, dans la mesure où on est à peu près de la même origine, on a tendance, quand on arrive à avoir quelques adresses qui sont des adresses de métropolitains déjà arrivés, et donc de cette manière-là s'établissent des connexions. Oui, et des ghettos blancs, comme ce que vous appelez des ghettos blancs. Des connexions, et puis qui peuvent devenir, heureusement pas tout le temps, dans certains cas particuliers, effectivement, de véritables... il y en a beaucoup à la Martinique. Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Enfin, il ne faut pas non plus généraliser. Il y a aussi beaucoup de ghettos blancs à la Martinique. Beaucoup de Martiniquais, de métropolitains qui n'ont de rapport que très lointain avec ce que vous appelez ces ghettos blancs. Donc, si vous voulez, ça se fait d'une manière tout à fait naturelle. Je ne pense pas que ce soit lié à la conscience d'avoir des éléments de pensée, de culture. Moi, je pense que c'est et qu'il y a cette forme d'attraction. On vient du même pays et on est loin. Et le premier réflexe, c'est vrai de chercher la compagnie des uns ou des autres, en tout cas de ceux qui viennent du même pays. Mais souvent, vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas les mêmes origines, suivant que vous veniez du nord ou du sud de la France, de l'est ou de l'ouest. Donc il y a beaucoup de différences, parfois bien plus qu'avec les gens sur place. Mais c'est le fait d'appartenir quand même à une puissance, parce que la France est une puissance qui a des colonies, même si aujourd'hui on les baptise autrement, ça reste, on est un peu dans ce statut-là par rapport au fait que institutionnellement rien n'est aux Martiniquais d'ici. Donc, il est très, 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 à mon avis, c'est une forme de bien-être. On ne va pas empêcher les gens de profiter du système, mais c'est vrai que, à mon avis, essayer de reconnaître que on n'est pas traité comme un immigrant venu du Sud. D'ailleurs, ici, vous avez parlé de ceux qui se mettent à part. Et il y a effectivement un site des expatriés de métropole. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait des expatriés ici à la Martinique dans un prétendu département. Donc tout ça montre aussi comment, sur le plan de l'identification, de la représentation, les communautés, parce que oui, vous montrez qu'il y a une diversité dans la communauté métropolitaine et qu'il ne faut pas effectivement en faire un bloc, mais il y a quand même des choses qui sont assez surprenantes dans sa manière. Je pense néanmoins que, comme je me suis volontairement placé dans
sur une réflexion qui porte sur mes 45 ans de Oui. vie à la Martinique, qu'il y a une évolution très très marquée. Ça, j'en parle pas vraiment dans le livre, mais j'ai pu côtoyer pas mal de très jeunes couples arrivés récemment en Martinique. Oui. L'approche est, semble-t-il, très différente de celle que j'avais moi quand je suis arrivé. Pour deux raisons essentielles, je pense. La première, c'est que dans une certaine mesure, la mondialisation a rapproché les individus, et que les jeunes qui arrivent avec leur culture métropolitaine, entre guillemets, sont finalement beaucoup plus proches, se trouvent beaucoup plus proches des jeunes Martiniquais qui, eux aussi, ont subi par l'assimilation, vivent cette culture mondialisée. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que pour toutes sortes de raisons, je pense que les jeunes métropolitains qui arrivent maintenant sont beaucoup plus au fait de l'histoire et de la réalité de la Martinique que nous ne l'étions à l'époque. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé, j'ai pris la peine de lire beaucoup de choses sur la Martinique, mais ce qu'on trouvait d'objectif, de sérieux, de profond, de vécu sur la réalité martiniquaise était extrêmement réduit et très sommaire. De sorte qu'on était quasiment obligé d'arriver avec un certain nombre d'idées reçues et de se faire ensuite son opinion à travers son vécu. Bon, moi je ne crois pas que ça se soit atténué, mais je pense que là encore, je dissocie le fait de vivre un peu... la France, elle est aux quatre coins du monde. Hein. Donc j'y vais, je prends la décision d'y aller, mais je vois des Africains, par exemple, qu'on pourrait recevoir ici, qui ne viennent pas mendier des subventions de la France ou je ne sais quoi. Eux sont interdits d'accès ici. Donc ça montre quand même que c'est il y a une forme de mainmise sur les lieux qui permettent donc aux Français, aux métropolitains de s'y épanouir, de venir comme ils veulent, de s'y installer, mais d'autres qui peut-être aussi, de par leurs origines, nous donneraient envie de les connaître, sont empêchés de venir Bien ici. sûr. On a eu des manifestations, on a voulu faire venir... une très grande dame du Mali. Comment est-ce qu'elle s'appelle, madame? Elle était ministre de la Culture au Mali. Elle n'a pas eu de visa. Traoré. Aminata Traoré. Elle n'a pas eu de visa. Mais vous voyez, sur la question de la rencontre en termes idéologiques, dans les discussions qu'on pourrait avoir, et il faudrait les avoir, à mon avis, eh bien... quel que soit ce qui se dit, le niveau de rencontre, etc., on sent il y a une injustice qui n'est pas traitée, un niveau d'injustice et d'inégalité et donc d'asymétrie dans les possibilités aussi, des possibilités de voyager, de sortir, de disposer d'un certain nombre de bienfaits dont que la France protège, permet à ses enfants et pas forcément aux autres. Quand vous parliez du Fort de Zé, par exemple, c'est très caractéristique. Vous disiez, n'a-t-on pas l'impression d'être dans un pays militairement occupé? C'est très fort quand vous dites ça. Et ça me montre que vous n'êtes pas dupe, que vos yeux voient des choses même qui sont que beaucoup d'autres métropolitains ou français n'auraient pas interrogées. Et cette manière de vivre en cocon, ces privilèges, quand on accepte de venir, on a 3 ans de retraite par rapport aux autres, de plus. Bon, il y a beaucoup d'avantages de gens qui sont confinés et qui bénéficient de tout ce que la France peut leur accorder pour leur rendre attractif leur séjour sur place. Donc, pour être dans ce rôle-là, c'est curieux. Et à côté de ça, soit les Martiniquais ferment les yeux,
ou à 2 pas à la préfecture, etc., nous dira qu'on est en France, qu'on est dans un département et que c'est normal. Alors qu'en France, bon, il y a les classes de riches et les classes de moins riches, mais enfin, on n'est pas dans une situation où la situation, en plus, entre guillemets, raciale, accentue ces décalages, ces asymétries. Donc, on a une situation que si, quand on est honnête, on ne peut pas ne pas voir. Le tout, c'est qu'on peut dire qu'on s'en accommode, comme beaucoup de métropolitains qui trouvent que c'est normal que le pays est département et que, voilà, on n'a pas à interroger cet aspect-là. Et puis, ceux qui voient, notamment ceux que vous caractérisés qui ont fait partie de la gauche ou qui ont été 68 arts ou qui ont été, qui ont une vision un petit peu plus démocratique, mais qui, peut-être arrivés ici, très curieusement, perdent, j'allais dire, cette sorte de sensibilité de gauche qui était que, oui, on interroge quand même certaines choses. Oui. Cela dit, je pense que là encore une fois, la réalité nous amène à dépasser tout cela moi à dépasser les non, je pense que dans l'investissement qu'on peut avoir ici comme ailleurs, ce qui a été mon cas, j'ai été syndiqué pendant toute ma carrière. J'ai appartenu à quantité d'associations, etc. Bon, je pense que son engagement peut faire en sorte que on est pleinement impliqué dans la vie du lieu dans lequel on se trouve. Et pour moi, ça a été essentiel. Moi, je veux dire, de tempérament, je peux pas. Il est impossible de rester quelque part ou d'avoir vécu si longtemps en étant totalement détaché, en me situant d'emblée à l'extérieur, etc. Voyez. Donc, je crois que entre la réalité telle qu'on peut l'analyser et que vous avez très bien analysé, et j'en reviens à cela, la vitalité intrinsèque d'une nation. Il y a souvent une différence fondamentale. Et le bateau continue à avancer. Oui, mais comment définissez-vous la Martinique nation si, comme vous le montrez aussi avec beaucoup de vos compatriotes, mais bon sang, c'est un département, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que votre lecture de Césaire et éventuellement de Marie-Jeanne, mais ça c'est un peu plus particulier. En fait, c'était pour vous quelqu'un qui criait beaucoup à l'indépendance. Vous parliez de Marie-Jeanne, de Monsieur le Président de la CTM. Et puis, il a été pour vous, les métros ont vu que c'était un bon gestionnaire et il a cessé de leur faire peur. Mais votre regard sur Césaire est très, très, interroge vraiment beaucoup. On sent bien que, justement, derrière la volonté de partager la vie des Martiniquais, d'être intégré, si vous voulez. Pour moi, vous n'avez pas fait le choix de vous intégrer. Vous êtes dans un système français. Donc, ce que vous faites, c'est par rapport à l'environnement, de vous en imprégner et de vivre un peu au rythme des gens qui sont là, avec leurs défauts et leurs qualités. Et vous le dites très bien. Vous vivez avec des gens dont vous n'ignorez pas les défauts, mais aussi les qualités. Et vous avez, sur la langue dite créole, un regard qui est aussi tout ce que même les Martiniquais ont intégré, que c'est la langue des jurons, une langue grossière. Et vous dites bien que ils aient vécu parfois très longtemps à la Martinique, et c'est vraiment le cas. Moi, je ne connais pratiquement pas
de métro, entre guillemets, qui parle le créole, la langue, parce que quelque chose nous dit aussi dans l'implication le rapport de force qui se joue entre les langues, parce que la langue française est bien sûr est la langue administrative et la langue des dominants, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, c'est la langue des dominants, et c'est vrai que c'est le petit peuple essentiellement qui a porté. Même si c'est un universitaire qui l'a introduite à l'université, c'est le petit peuple qui porte. Et du coup, il y a un problème qui est à la fois de classe et donc d'appartenance catégorielle, mais aussi, voilà, on vient dans une culture, mais vous l'avez signalé, souligné, c'est très important. Le gros de la communauté française à la Martinique est une communauté de gens donc qui fait partie de la bourgeoisie en termes de catégorie sociale, à un niveau de diplôme élevé et un niveau aussi donc de formation, etc. Ça joue beaucoup parce que c'est une composante qui a le pouvoir. D'ailleurs, vous montrez tous les secteurs dans lesquels ils sont impliqués, qui développent des activités qui n'existaient pas au niveau du sport, au niveau de tout ça, parce que aussi ils sont délestés de tout ce dont on est lesté quand on est dans son pays, famille, machin, tout ce dont il faut s'occuper. En venant si loin de leur pays, c'est vrai qu'ils sont ils ont du temps libre, plus de temps libre, comme vous le dites. Et de ce temps libre-là, ils ont les moyens de développer, des attitudes un peu communautaristes et des sports et des activités très élitistes qui ne sont pas accessibles à beaucoup de gens. Alors vous avez une bourgeoisie locale, entre guillemets, locale aussi. Vous voyez, les mots, ça nous procure des désagréments souvent. Mais cette bourgeoisie-là, elle fait comme. C'est M. Monchoachi qui a écrit un très beau texte sur ça. On fait comme, on est comme, on n'est jamais soi, on est comme. Et du coup, on a donc quelque chose aussi de très contrasté. Donc, on voit à la marge des gens comme Gérard Ollion qui regarde tout ça parce que il est martiniquais dans sa tête et qu'il se positionne un peu avec distance. Il regarde sa communauté vivre et il dit, voilà, tous les comportements racistes, méprisants, les préjugés, tout ce qui fait que les Martiniquais rouspètent à longueur de temps, puisque vous l'avez dit aussi, vous voyez bien qu'on trouve les Français arrogants. Ce mot-là revient souvent, et chez les Martiniquais, et dans votre texte, on le retrouve aussi, parce que, oui, les gens... Mais c'est à la fois un problème de classe, parce que c'est une catégorie favorisée qui arrive ici, beaucoup plus que l'autre. En plus, elle est... trier sur le volet. La France choisit ses représentants à l'étranger, on le sait bien, et c'est une catégorie qui vit dans l'entre-soi en permanence et donc j'allais presque dire, qui ne se pollue pas à être avec d'autres et à laisser traverser leur discours par un discours qui serait local. Donc c'est très sécurisant de se dire on ne vit qu'entre soi, on n'entend que soi et on se renforce aussi dans ce qu'on pense sur l'autre et on n'a pas l'opportunité de changer, de se changer puisqu'on ne veut pas changer, surtout quand on décide qu'on va s'en aller assez bientôt. Donc sur Césaire, j'ai trouvé votre regard sur Césaire très très particulier, hein, de la page 68. D'abord le mot nègre, oui, c'est un mot qui vous gêne beaucoup. Mais vous dites enfin, qui me gêne, pas moi. Qui gêne les métros. Oui, bien sûr. Voilà, donc, moi, je laisserai ces chers téléspectateurs. Si vous avez envie de lire le livre, allez. Alors, moi, j'ai noté la page 68-72. Mais il y a aussi un chapitre qui est noir, qui s'intitule Noir ou Nègre. Hein, je ne sais plus. Voilà. Donc, nègre, oui. Nègre. Donc là, vous voyez comment le regard que pose le métropolitain sur ces termes-là, mais ce que ça signifie aussi dans la relation.
et la difficulté qu'ils ont à accepter l'idée de la négritude, la difficulté qu'ils ont d'entendre un discours nationaliste alors que vous venez de me dire que la Martinique est une nation. Moi, je ne sais pas de quelle façon on devient une nation, et je pense qu'on est dans une sorte d'utilisation, de conceptualisation de la réalité qui l'oblige à se couler dans des moules qui sont un petit peu euphémisants, ou bien qui retabouisent ce qu'on a voulu détabouiser. Et donc, je ne sais pas en quoi la Martinique est une nation. Je crois que la nation, c'est une notion, selon moi, qui est très difficile à définir. C'est un ressenti, c'est un ensemble de manières d'être, de manières de penser, de manières de comportement, de relation avec son environnement, etc. Et c'est une chose qui existe sans avoir besoin d'être définie. Moi, je pense qu'il est évident, à partir du moment où on arrive dans une nation, quelle qu'elle soit, qu'on en ressent quand on n'appartient pas à cette nation, qu'on en ressent l'existence. D'accord. Donc et moi, je veux dire, à ce niveau-là, dès que je suis arrivé en Martinique, j'ai pas eu besoin d'y rester très longtemps. J'ai eu ce sentiment très fort d'être entré dans une nation. Bon, cela n'a rien à voir avec le statut politique, mais j'ai senti que il y avait une communauté d'hommes et de femmes qui constitue une identité très forte, et c'est ça que j'appelle une nation. Et je crois que ça fonctionne, ça existe indépendamment de toute autre volonté de définition, et en tout cas de toute autre volonté politique. Oui. Donc, sauf qu'une nation, politiquement, ça a une signification. Mais les méfiances des métropolitains par rapport à Césaire, peut-être un petit peu par rapport à Marie-Jeanne au début, etc., on a du mal à les comprendre, parce qu'on se dit finalement c'est une façon d'habiter un espace où on sent qu'il y a justement une culture, un peuple en place, parce qu'en réalité c'est ça. Et la France est la première à le savoir. C'est seulement que la question de la domination politique, géopolitique fait que ce sont ses possessions, et donc elle y est bien implantée, et puis parce que vous contribuez un peu à l'assimilation. En ayant été prof de français, c'est bien cela que vous avez fait, non ? En étant c'était quoi ? Oui, on peut voir les choses de cette façon-là. Mais vous avez utilisé une expression, et tout le bon de l'école, quand vous parlez de Césaire, de Fanon, de Glissant et de je ne sais qui, il y a quand même cette petite phrase que j'ai trouvée un peu perfide. C'est grâce à l'école française qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. C'est grâce à l'école française qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Je pense que ça aurait été une autre école, n'importe quelle école, ça aurait été la même chose. Ils auraient été, c'est leur génie aussi, non ? Je veux dire simplement, oui, c'est leur génie, mais je veux dire, c'est parce que dans une certaine mesure, ils sont allés à l'école, ils ont suivi des études qu'ils ont pu effectivement exprimer. À l'école française, c'est bien ce que vous dites. Oui, mais qu'elle soit française ou qu'elle soit tout ce que vous voudrez, c'est parce qu'ils ont eu une éducation qu'ils ont pu exprimer tout ce qu'ils avaient à dire. D'accord. Non, mais bon, moi je revenais sur le fait que beaucoup de vos compatriotes disent, aux collègues, etc., disent, s'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent, et puis qu'est-ce que ça serait sans la France, etc. Donc, bon, on laisse ça de côté. J'ai beaucoup de recul par rapport à votre démarche sur Césaire. Au contraire de la créolité, votre vision de Césaire, au contraire de la créolité. Ah non, je la mets pas au contraire de la créolité. Non, que vous en sensez, je veux dire. On sent que vous vous dites créole. Vous êtes créole. Vous vous sentez créole.
si vous voulez, sur le plan de la pensée de Césaire, telle qu'il l'exprime avec la notion de négritude, donc à l'époque où il l'exprime avec la notion de négritude, avec ensuite son évolution et glissant la créolité, etc., je trouve qu'il y a une évolution qui est parfaitement logique et naturelle. Dans la notion de négritude, il y a une volonté chez Césaire d'abord d'affirmer en heurtant. Pas en heurtant, enfin. Si, parce que il y a dans la notion même, dans l'emploi même du mot, dans la notion de négritude, il y a une volonté très très forte de reprendre le terme péjoratif, discriminatoire, pour en faire un élément de grandeur. Vous voyez ? Donc, il y a ce retournement qui est fondamental. Et qui est nécessaire. Et qui est nécessaire, qui est fondamentalement nécessaire par rapport à l'époque où il l'exprime. Bon. Et puis les choses évoluent. Effectivement, il y a une réalité qui se met en place qui est beaucoup plus complexe et qui est ce que Glissant appelle la créolité. C'est-à-dire que finalement, au-delà de la simple notion de négritude, il y a une société extrêmement complexe, avec de multiples origines, une palette de couleurs tout à fait extraordinaire. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration à regarder quand j'avais des devoirs surveillés et que j'avais 25 ou 30 élèves devant moi et que je m'ennuyais un petit peu à surveiller. Je m'amusais à déterminer, et je trouvais ça extraordinaire, toutes les nuances de tons, de couleurs, de visages extraordinaires qui pouvait y avoir dans une classe. Il n'y avait pas un seul individu qui avait la même couleur de peau. Et je trouve ça formidable. Je trouve ça d'autant plus formidable que j'estime que c'est pour ça que je vous disais que dans une certaine mesure, je nous sens, contrairement à la vieille Europe, en avance finalement par rapport à l'évolution de ce que pourrait être si la société des hommes continue à vivre, avec les dangers qui la menacent, ça devient plus incertain. Mais ce que devrait être inéluctablement, ce que sera inéluctablement la société des hommes un jour ou l'autre, c'est-à-dire une société hyper métissée, totalement multiculturelle, avec ses identités propres, parce que contrairement à ce que prétendent, selon moi, les tenants de la culture pure, de la race pure et compagnie, je pense que dans la multitude des choses, il y aura toujours des identités qui se maintiendront. Non, mais c'est ce qui fait que l'homme est l'homme. Mais je veux juste vous dire, on ne va pas débattre là-dessus, que nous avons nous sommes nombreux à avoir remis en question la notion, enfin pour moi c'est pas un concept, c'est une notion de créolité. Le monde des mondes, depuis que le monde est monde, des sociétés multiculturelles vivent ensemble. Il y a quelque chose qui est propre à la France, de définir ces colonies comme des créoles ou des populations créolisées. C'est pas la même chose, donc nous sommes très critiques envers cette notion. Glissant, qui est très cité à la place de Césaire souvent, est parti dans d'autres considérations que nous sommes très nombreux aussi à ne pas partager, mais c'est pas le lieu du débat. Ce que je voulais vous dire, puisque vous voyez comme l'heure a passé, vous n'êtes pas ethnologue, mais voilà, pour vos lecteurs, j'espère qu'ils auront envie il faut découvrir le livre. Il y a aussi son regard sur les béquets, comment il a appréhendé le béquet, comment peut-on être béquet, etc. Et tous les développements qu'il en fait. Mais en dehors de ces aspects-là, il y a un regard d'ethnologue qui est vraiment particulier. Mais c'est vraiment de la micro-ethnologie. Il va dans les petits détails, dans des choses que nous qui vivons dedans, sans distance,
ne voyons pas, mais c'est très intéressant parce que c'est pour ça que je disais d'ailleurs qu'il n'y a pas d'interaction vraiment entre les métros, entre guillemets, ceux d'ici, entre guillemets aussi, et donc on parle les uns sur les autres souvent beaucoup en mal parce qu'on se connaît pas, mais il y a des choses qu'on peut découvrir de soi à travers le regard de l'autre, mais même si on ne perd pas forcément la dimension politique du lien, parce que le lien entre blanc et noir à la Martinique, et je pense qu'on a tellement de difficultés d'utiliser ces deux termes-là qu'on euphémise beaucoup la réalité. Blanc et noir, voilà, c'est pratiquement interdit dans le vocabulaire, mais en tout cas, on a vraiment des choses intéressantes à se dire ou à voir à partir de vécu basé sur des observations, l'observation du quotidien. Quand vous parlez de la danse, des personnes qui dansent, de leur façon d'habiter le rythme, même en mettant de manière un peu humoristique le fait que parfois ça peut être deux personnes très volumineuses et vous sentez tout leur corps rythmé par la musique. Vous ne comprenez pas d'où sort à partir de quel point stratégique tout ce rythme émane ou sort ou se manifeste, mais enfin, voilà, il y a un regard intéressant aussi à voir qui nous montre un peu aussi qu'on nous regarde ou qu'on regarde les gens d'une certaine façon, qui est sympathique, votre regard aussi sur le carnaval, votre manière d'être un peu déçu de voir que finalement, on ne fait plus beaucoup d'efforts pour avoir de vrais gros déguisements. Donc, vous entrez vraiment dans un trait de la culture que vous vous appropriez et vous voudriez que ça soit vraiment un vrai beau carnaval avec de vrais beaux déguisements. Vous êtes presque quelqu'un voilà, vous revenez comment on dit ça, en tout cas à ce que vous représentez. Vous prenez plutôt la culture au pied de la lettre. Et vous voudriez voir. Donc il y a beaucoup, chers amis, beaucoup de choses à découvrir, mais il y a une chose que je voudrais vous dire, et ça elle va être la fin parce qu'il faut laisser un petit peu de temps à muer. Moi, ce que j'ai ressenti dans votre livre, c'est, comme je vous l'ai dit, votre effort de sincérité et l'idée qu'on pourrait discuter. L'idée qu'on n'est pas... souvent, on forme deux blocs. Il y a les métros et les Martiniquais, ou bien les Blancs et les Noirs, les Cici et les Silla. Il y aurait peut-être des passerelles à trouver. Et il faut beaucoup de patience. Il faut aussi un regard franc, parce que, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui prennent nos cervelles pour des petites cervelles d'oiseaux. Nous voyons, nous comprenons. Nous sentons, nous savons où passe la domination. Le tout, c'est que nous sommes dans une position de dominer, que les institutions ne sont pas à nous. Et je repensais à la Calédonie en lisant votre livre jusqu'où j'ai pu le lire. Les Kanaks disent qu'ils ne sont pas opposés à vivre avec les Français. Mais ils disent dans quelles institutions allons-nous le faire? Et les Français ne sont pas partants pour vivre dans les institutions de ceux chez qui ils se sont installés. Et à mon avis, c'est ça qui fait la difficulté. La question institutionnelle, elle est importante. Mais la question du vivre ensemble, à mon avis, c'est pas ça le problème. Et la question d'aimer, de vivre, etc. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Le pays peut se construire très bien avec l'acceptation par ceux qui y vivent et qui s'y sentent bien, de vivre aussi dans les institutions de ceux qui sont un peu le groupe dominant dans le pays. Voilà. Autrement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. J'ai été très critique, je lui en veux pour certaines choses, faut pas le voir. Mais c'est un effort de vérité qui mérite d'être souligné. Il mérite d'être lu. J'espère que vous aurez envie de le faire. Et puis, peut-être, vous voulez, si vous avez des messages à lui adresser, passer par la rédaction. 71 27 27, et puis voilà. Vous voulez dire quelque chose? Oui, un tout petit dernier mot. Je voulais dire qu'en ce qui concerne le vivre ensemble, comme vous l'avez souligné,
J'ai eu la chance extraordinaire, on a tout à fait au début de notre entretien parlé de ma carrière au lycée technique de Fort-de-France, justement de faire toute ma carrière aux côtés d'une équipe de collègues qui ont été, qui sont toujours beaucoup plus des amis que des collègues, et avec lesquels nous avons mené une expérience extraordinaire, parce que le lycée technique était un lycée difficile, mais très extrêmement attachant par rapport au public qu'on recevait, et avait cette particularité que pendant des années nous avons été un groupe qui a fait fonctionner quasiment l'établissement en autogestion, avec toutes les implications que cela amenait, c'est-à-dire d'être liés les uns aux autres, et toutes origines confondues, justement, comme le doigt de la main. Et ça a été vraiment une expérience formidable. Oui, mais vous comprendrez que comme sociologue, pour moi, qui mène la barque est important. Et donc, en dehors du vivre ensemble des personnalités, de leur volonté d'aider, et beaucoup de gens, vous l'avez dit, beaucoup de métro travail, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bonne volonté et de bonnes intentions, mais il reste que, voilà, la Martinique est régie par les institutions françaises, c'est ça. Merci en tout cas d'avoir été là. Je sais pas. C'est moi qui vous remercie. Non, on va vous allez dire tout à l'heure au revoir à vos téléspectateurs. J'espère, chers amis, que vous avez apprécié ce débat. Je vous ai dit, on essaye d'être sans langue de bois, mais on a le droit de se parler et de se dire ce qu'on ressent, parce que voilà, on n'est plus vraiment des demeurés. Voilà. Myrié, alors présentez-nous les choses. Alors, je vais parler de l'Afrique en dit dans nous, qui va se dérouler du 3 au 9 décembre. Et c'est une série de conférences, en fait, pour créer notre identité. Alors, on commence par la première... tout en soirée, évidemment, pour ceux qui travaillent. La conférence inaugurale, elle sera donnée par Jolo Divial, celui qui a écrit le livre Woodchicam. Alors Woodchicam, c'est très important parce que c'est une remise en question totale de la vision qu'on a de la façon dont la langue dite créole s'est formée. Et lui, il va dans l'égyptien ancien pour nous montrer. Et il y a beaucoup d'expressions que nous utilisons à la Martinique qui sont directement issues de l'égyptien ancien. Donc c'est Woodchicam. C'est un livre qu'il faut lire, vraiment très étonnant. Et la recherche n'est pas terminée chez nous, donc il faut qu'on continue à fouiller pour bien définir notre culture. Voilà. Et donc là, c'est le tome 1. Normalement, il sera accompagné de Medjou Mkaba. Voilà, ça c'est pour le lundi. Et à chaque soirée, une commune différente. Normalement, la salle est encore à déterminer, mais ce serait pour Fort-de-France. D'accord. Alors, le mardi soir, s'investir en Afrique par Clapopo, à l'auditorium de Saint-Joseph, au Bourg. Mercredi 5, Dr Juliette Smeralda, du cheveu à la gastronomie, l'africanité de notre culture, à la Maison des associations du Marin. Jeudi 6, alors, c'est notre invité d'honneur qui a écrit le livre Voilà. Quelle école pour enraciner nos enfants. Voilà, c'est Annick Dzokanga. C'est fini, d'accord. Il me dit que c'est fini. Voilà, fini. Au Saint-Esprit. Alors, vendredi 7, le Michoui Minuit, conférence et aussi bonne ambiance familiale festive aux alentours du Belley. La conférence sera donnée par Dr Nzinga Valentin. Le samedi, encore une autre conférence au Gros Morne par Imaniye Dalila Daniel. Et puis le samedi-dimanche, le Glorier Chivena Tirel, 3e édition, donc ensemble d'ateliers, marée-tête, stand d'exposition, etc. De toute façon, elle reviendra vous en parler sur les ondes sur l'antenne de Zouk TV, parce que c'est la semaine du 3 au 9 décembre, donc on a encore un petit peu de temps, et donc ça serait bien que vous passiez aux conférences. Justement, nous continuons à travailler sur le
contenu de notre culture qui est parfois très sommaire dans certains domaines. Donc nous avons beaucoup de chercheurs, beaucoup plus qu'auparavant, et ils continuent donc à vous alimenter de ces nouveautés. Donc Muayi, on te remercie d'avoir présenté. C'est dommage, le temps est court, mais avec Monsieur Oulian aussi, il aurait fallu passer 3-4 heures pour appréhender son livre. Vous voulez bien dire au revoir à vos téléspectateurs? Eh bien, je salue tout le monde et j'espère effectivement qu'on pourra à nouveau un jour développer tous ces thèmes. Oui, discuter autour de ces choses-là et de notre vision, pour qu'on ne soit pas forcément des incompris. Voilà, chers amis, nous avons passé 1h30 ensemble. J'espère que la discussion vous a intéressé. Vous pourriez voir l'émission demain, la revoir lundi d'après, et puis ensuite elle sera sur YouTube, donc vous la partagez, et puis discuter, inviter l'auteur si vous voulez, envoyer vos messages à Zouk TV. Merci d'avoir été là, merci de continuer à réfléchir, merci d'essayer de comprendre le monde dans lequel nous sommes, et surtout le type de relation que nous entretenons les uns avec les autres, qu'il soit du dedans ou du dehors. Merci, au revoir et à bientôt.